Welcome back. Thank you for those of you who managed to follow this conference in French. I have great news for you because the upcoming presentation, which is a case study, will also be in French. So no translation here again. Great opportunity to discover our country's wonderful language. Donc la présentation qui suit se fera en français et nous aurons donc le plaisir d'accueillir cette étude de cas qui sera présentée par Charles Ayat, qui est auteur multimédia. Ayat, sorry. C'est mon accent anglais qui retombe parce que je parle français en fait, je suis désolé. Donc Charles, on pourrait même essayer Ayat. Anyway, sorry, I'm losing time. Il est auteur multimédia et designer. Il conçoit des expériences qui combinent la narration, des questions de narration et une approche gamifiée, l'approche du jeu pour favoriser la transmission et l'acquisition de connaissances. Il met un point d'honneur à travailler notamment sur des projets de médiation qui sont engagés et qui sont porteurs de sens. So Charles Ayat is both is a designer and a multimedia author. He works on narrations and storytelling that incorporate gaming mechanisms to facilitate the transmission and the acquisition of knowledge. And in doing so, he specifically enjoys working on mediation projects that have a committed and meaningful purpose. L'autre personne qui contribuera à cette étude de cas, c'est Marie Blondiot, qui elle a un parcours pluriel, à la fois sciences politiques, littérature, droit du multimédia et de l'audiovisuel. Après avoir multiplié les expériences du ministère de la Culture à l'agence CAPA en passant par BBC Worldwide, en 2012, elle combine ces multiples expériences pour fonder Red Corner, qui est une société qui produit des œuvres de narration qui intègrent elles aussi une dimension de jeu. Et nombreuses des œuvres qui ont été produites par Red Corner depuis 2012 ont d'ailleurs été primées dans de grands festivals. So the second person who will be hosting this case study is Marie Blondiot. And if I were to pronounce all the letters, it will be Blondiox. That way we can do the same for you. She's got a really pluridisciplinary, multidisciplinary profile. She studied literature, but also political science and law pertaining to the audiovisual sector. And after multiple experiences, professional experiences from the French Ministry of Culture to the CAPA agency and also working for BBC Worldwide, she created her own company, Red Corner, in 2012, thus combining her passion for storytelling and for digital experiences. And in that company, she's been producing several award-winning works, one of which she will be telling us about, I think. So you have the floor. Thank you very much for being here. Bonjour. Alors, j'enlève mon masque et je prends possession. J'espère prendre possession de cette magnifique présentation que nous vous avons faite de MOA. MOA, c'est une application en réalité augmentée qu'on a adaptée des Furtifs, le dernier roman d'Alain Damasio qui est sorti l'année dernière. C'est une application de 20 minutes, disponible sur App Store et Google Play. On voulait vous dire quelques mots. Je pense que je n'ai pas encore la main non plus. On voulait vous dire quelques mots. Il fallait choisir un angle pour vous présenter ce projet. J'aurais pu vous parler à titre très personnel. Oh là, on est allé très très loin. Vous voyez toutes les belles choses qu'il y a. Voilà. Je pourrais vous parler de ce plaisir personnel que j'ai eu à le produire, puisque c'est Les Furtifs d'Alain Damasio, avec l'admiration et le grand respect que j'ai pour cet écrivain, était un objectif en soi de production. Mais somme toute, il y a des sujets plus intéressants et qui sont notamment, et c'est l'angle qu'on va vous proposer, la façon dont on pouvait partager avec le public
une œuvre qui fait réfléchir à nos usages et à nos futurs numériques. La façon dont on l'a commencé, pardon. Quelques mots d'abord, oui, sur Red Corner. Red Corner, ça fait 8 ans maintenant qu'on existe. Il y a à l'intérieur de nos œuvres pas mal de continuités qui nous amènent jusqu'à MOA. Il y a une continuité d'abord qui est assez littéraire. Red Corner, depuis quelques années maintenant, on fait des expériences immersives qui touchent au monde du livre, à la BD. On avait adapté Sens en réalité virtuelle il y a 4 ans maintenant, ou 5 même. On a fait de la BD en scrollytelling, on a fait de la BD interactive sous la forme d'application, et MOA arrivait dans cette continuité du travail avec la littérature. Il y a une continuité aussi dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de la réalité augmentée, pour nous, c'est une manière de continuer ce qu'on fait en matière d'hybridation entre des univers créatifs et les technologies, les nouvelles technologies, et notamment celle du jeu vidéo. Et puis la troisième continuité, c'est une continuité d'équipe avec Charles Ayatz et Frank Weber, avec qui nous avions déjà fait Seven Lives et Sens, et avec Small Studio, qui a développé nos applications et qui a développé Seven Lives. Quoi de neuf, me direz-vous, du coup, pour vous présenter MOA très rapidement. Ce qui est nouveau pour nous, c'est de nous être confrontés à une œuvre immense qui était très attendue. Alain Damasio a, depuis son dernier roman, attendu 15 ans avant de sortir Les Furtifs. Et c'est une œuvre immense qui s'appelle Les Furtifs. Les furtifs étant des êtres qui existent dans l'angle mort de votre vision. Le roman se passant en 2040, ces êtres qui échappent à toute possibilité de captation ou de surveillance deviennent des étendards d'une résistance face à une société qui est devenue intégralement sécuritaire et publicitaire. Les murs n'ont pas changé, ils sont toujours aussi gris. C'est simplement la surcouche de réalité augmentée que vous percevez à travers vos lentilles qui fait que vous percevez un monde où la surveillance policière et le marketing ne sont plus qu'une seule et même chose. Vous sont proposés des services en permanence dans lesquels vous rentrez et dans lesquels vous devez presque vous débattre comme le héros du livre. L'autre nouveauté, c'est qu'on s'est confronté à la réalité augmentée, ce qui nous a posé beaucoup de questions créatives, et c'est ce dont Charles va vous parler. Et puis la dernière nouveauté, entre guillemets, ou en tout cas ce qu'on propose de faire de nouveau, c'est que l'ensemble des partenaires coproducteurs qui sont autour du projet sont extrêmement différents. On a la maison d'édition La Volte, on a la compagnie de théâtre Le Clair Obscur, on a le Forum des Images, on a le Chronique qui est un festival, la Biennale d'Art Numérique Aix-Marseille, on a Small Studio qui nous a suivis aussi, et France Télévisions avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années. Donc plein de champs disciplinaires différents qui se réunissent autour de l'œuvre. Ça aura une importance aussi pour la façon dont on veut le diffuser. Mais pour l'instant, je laisse Charles raconter comment créativement on a essayé de rendre cette œuvre accessible au plus grand nombre. Bonjour à tous. Alors, on va rentrer un peu dans les détails des étapes de la conception. C'est un projet qui a été réalisé entre 1 an et 1 an et demi. On a tout d'abord commencé par essayer de récolter toutes les informations qu'on pouvait sur donc le bouquin des Furtifs d'Alain, et d'aller chercher un peu tous ces concepts un peu méta, que sont Ubi Orbi, Copycat, la Réule, et notamment donc la Réule, qui est son appellation de la réalité ultime, donc une réalité augmentée dont tous les citoyens pourraient avoir accès, mais n'auraient pas accès aux mêmes services en fonction de leur rang social. Et donc cette réalité augmentée, elle apparaît à travers soit des lentilles, soit un Ubijou, une sorte de bague. Donc nous, dans l'application, on est resté sur un smartphone et on réfléchissait à comment faire apparaître ces informations et quelles actions, en tant qu'expérienceur, on pourrait avoir dessus.
Donc, est-ce qu'on peut s'approcher, les toucher? Est-ce qu'on peut peut-être les classer? Est-ce qu'elles vont se fermer ou pardon, ou disparaître quand on va s'approcher? Après, on était aussi intéressé par les humains qui passent autour de nous, comme c'est une application qui pouvait être lancée chez soi ou dans la rue ou en groupe. Donc on s'est intéressé à ça, je vais revenir un petit peu après. Et bien sûr, le déplacement, les contraintes de temps et d'espace, qui sont en réalité augmentées hyper importantes, parce que c'est avant tout traverser les images, c'est vraiment disposer du contenu autour de vous. Donc le déplacement est important. Après, on est rentré un peu plus en détail. On avait envie d'aller chercher vraiment l'information, la data dans les smartphones et celle des usagers des smartphones. Donc ça passe par des API qui sont ces sortes d'applications qui permettent d'aller chercher du contenu divers pour les importer, nous, dans notre application. Donc ça va de la météo, de la localisation de votre ville, le nom de la rue, plein de petites datas comme ça. Et on voulait aussi aller vers la discussion avec l'IA, donc faire du speech to text. C'est quand vous parlez, votre phrase est séquencée, comprise par l'ordinateur, interprétée, et vous est rebalancée derrière, ce qui permet de faire de l'interaction. Et évidemment, le GPS pour se déplacer, emmener les gens d'un endroit à un autre. Bien sûr, comme tout n'est pas évident, les premiers protos nous ont tout de suite mis des petits bâtons dans les roues et on a dû adapter un peu tout ça pour en faire une expérience avec une narration plus évoluée, s'adapter un peu aux possibilités. Ça, c'est un document par rapport à la notion d'interaction. Donc, c'est un flowchart où vous avez les différentes actions que peuvent faire l'utilisateur. Donc, s'il va répondre oui ou non, quelle action ça enclenche, et notamment s'il ne répond pas du tout, qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien. Et ça a été un pôle difficile parce que avec Red Corner, on aime bien interroger le média, le médium sur lequel est l'expérience, et du coup, on a créé une application qui devait donner à penser qu'est-ce qu'était le futur. Mais évidemment, comme c'est un usage et que la réalité augmentée n'est pas encore disponible, c'est un usage qui n'est pas commun à tout le monde. Et du coup, on était un peu à la ligne de on fait une vraie application où on simule la volonté de montrer des choses, montrer des usages. Et comme on n'a pas la force de frappe d'Apple, on n'a pas avec nous des comportementalistes, on n'a pas forcément les meilleures personnes du marché, on a dû s'adapter. Et notamment pendant... J'y reviendrai. Ouais. Mais en ce moment, vous pouvez chercher des annonces, ils recherchent énormément de talents. Du coup, quand on a fait le premier proto, donc avec Ducky Games, Sami Badash, Antoine, et puis accompagné d'Antoine Guercher et de Amine Rezghi, donc on s'est questionné sur ce que je disais, le speech to text, mais il y avait la problématique de devoir être connecté tout le temps en 4G, et ça risquait à des endroits comme au hasard Châteauroux d'avoir une certaine latence. Donc on s'est dit, on va faire semblant. Pour la détection du sourire et la détection des humains, avec notamment des bouts de code qui traînent sur Internet comme YOLO, qui permettent déjà de faire fonctionner. On n'était pas loin, mais on était à 80% à chaque fois, en fonction de la lumière, en fonction de extérieur ou intérieur, d'où se plaçait la personne. On n'était vraiment pas sûr que ce soit fonctionnel partout. Donc pareil, on a un peu simulé la chose. Mais aujourd'hui, comme on s'est concentré sur la narration et le dialogue avec cette IA, l'information passe et vous êtes dans un rythme qui reste soutenu. Et sur cette partie-là, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, on va passer à la suite. Non, ok. Avec Franck Weber, du coup, au son, on s'est questionné sur la spatialité et comment
amener comme ça des bulles d'ambiance en fonction de ce qui s'affiche. Donc c'est un peu de sauce binaurale pour créer comme ça du son avec de la texture, mais aussi du son spatialisé. On a utilisé le logiciel Unity pour intégrer tout ça. Donc là, c'était la partie avec Small, qui était la production, avec qui on a réalisé tous ces graphismes faits notamment par la directrice artistique Claire Allante. Et au développeur, il y avait Jean et François. Il y avait aussi Florian au design. Et voilà, on a essayé de travailler un peu des couches à la fois 3D et 2D pour essayer de créer cette enveloppe un peu chatoyante, un peu couponnante, et donner aussi une sorte de filtre pour voilà, donner une couleur à cette rayule assez singulière. Et par rapport au son, est-ce que je voulais dire, donc là il y a un petit spoil aussi de qui a pu faire certaines des voix, mais non, ce qui était intéressant, c'est que Franck, il a voulu travailler avec le micro aussi du téléphone et essayer de choper un peu les sons d'ambiance du lieu dont se trouve la personne et d'essayer de les altérer, de les triturer et de faire des choses, voire d'arriver à une matière assez furtive, si je peux me permettre. Plein de spoil dans cette présentation. Merci. Donc on n'a pas fait l'appli du futur, on l'a pas fabriqué, mais pas parce que on n'a pas les talents de Google, parce que dans le fond on les a, mais parce que on s'est focalisé sur l'histoire et sur le message qu'il y avait à partager, dont je pense qu'il pourrait pas être exactement le même chez nous et chez Google. En fait, derrière, je dis ça notamment parce que derrière MOA, il y a un projet de diffusion dont on vous présente aujourd'hui des intentions qui sont déjà bien vérifiées à travers les bêta-tests qu'on a fait. On est parti du... En fait, le travail créatif que vous a décrit Charles a déjà été testé en phase de développement. On a eu la chance de pouvoir le faire tester à plusieurs centaines de personnes, à la Gaieté Lyrique, au Festival Intergalactique, à Futur en Scène, qui a un nom différent aujourd'hui. Mais en gros, de trouver des endroits où on pouvait vraiment avoir une idée très large de la façon dont la réalité augmentée était prise en charge. Ça nous a fait renoncer pas mal parce que toutes ces fonctionnalités que tu décrivais, on y a un peu renoncé par faute d'usage en fait, autant que par fiabilité de développement. Mais on avait déjà un premier retour et ensuite en fin de production, on l'a testé à Experimenta auprès de, je pense, quelque chose comme 400 ou 500 personnes, en prenant en compte ce qu'on pouvait prendre en compte, mais on a quand même une bonne idée de la façon dont ces objets-là, en réalité augmentée, peuvent être pris en charge. Ce que ça nous a permis de faire, ces bêta-tests, c'est de valider ces fonctionnalités, mais aussi de valider un modèle de diffusion qui a cette particularité, non seulement d'aligner un modèle en ligne sur les stores, mais aussi de proposer une expérience dans ce qu'on appelle le location-based, donc sur site, et de valider qu'il était tout à fait possible de proposer des créneaux d'environ 30 minutes à 10 personnes avec un parc matériel amené très pragmatiquement ou alors fourni par le lieu de diffusion, mais qu'en 30 minutes, 10 personnes pouvaient le tester avec deux médiateurs si on est en extérieur, et qu'on était parfaitement Covid compatible par ailleurs. C'est-à-dire que de toute façon, l'appli en réalité augmentée demandait à ce qu'il y ait 1,50 m de distance entre chacun des utilisateurs, et que les téléphones sont par ailleurs extrêmement faciles à nettoyer, un peu plus faciles que la réalité virtuelle, même si je sais que Diversion actuellement fait des choses très bien sous la canopée. Et puis que c'était aussi facile de se plugger sur un système de billetterie déjà existant, dans le sens où vous pouvez proposer à votre public en amont d'un spectacle ou en amont d'une conférence, notamment, c'est ça qu'on avait fait au moment des bêta-tests. Il n'est pas du tout compliqué de réserver et d'offrir ces 30 minutes à des visiteurs.
Ce qu'on a fait aussi, et ça on vous a juste mis quelques petits retours d'utilisateurs qu'on a eu qui nous intéressaient. J'ai évidemment pas mis les retours qui étaient liés au problème de la map à la 4e minute. Ces résultats de test étaient vraiment faits de ça. Il y en a quelques-uns qui me semblent des marqueurs sur l'utilisation de la réalité augmentée et même sur le projet en soi de MOA qui est quand même d'arriver à une réflexion critique autour des usages numériques. Moi, il y en a un qui m'intéresse pas mal, qui est celui sur les interactions. J'aurais aimé plus d'interactions et être moins conduit par le scénario. On vous a raconté pourquoi on en est arrivé là. Et pour moi, il est très connexe avec... Je n'ai pas été étonnée parce que je travaille dans la réalité augmentée. Je pense que MOA n'est pas un objet, entre guillemets, de raffinement professionnel. Je pense que c'est un objet qui fonctionne, qui peut être pris en charge par un public qui est extrêmement large et que ça a déterminé de rendre un peu plus étroit les possibilités d'interaction. La deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est cette personne qui disait qu'elle avait envie de découvrir le livre. Je pense que c'est quelque part par là. Et celles qui ont trouvé que c'était hyper réaliste. Ça, pour le coup, il me semble qu'on n'a pas fait l'appli du futur, mais on a fait une appli qui permet de réfléchir au futur, c'est-à-dire qui est relativement proche de nous et qui, quelque part, nous met en évidence et met en scène des logiques qui sont déjà là parmi nous et à l'intérieur de nos téléphones. Il y a une autre remarque qui, pour le coup, était vertigineuse. C'est cet utilisateur, cet utilisateur que j'ai mis en haut à gauche. J'aurais aimé qu'un ami m'appelle ou me juge. Et je la trouve vertigineuse, cette phrase, parce que ça veut dire à la fois la maturité avec laquelle le public intègre déjà la critique des médias, le problème de l'invasion de l'intimité, le problème de l'addiction aux écrans, etc. Mais que, quelque part, dans cette phrase, le fait d'en faire quelque chose de souhaitable sonne un petit peu étrangement. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et c'est contextualisé avec des passages dans l'appli où il y a des amis virtuels qui viennent juger ou interagir. Et j'en viens juste à ce modèle de distribution dont je vous parlais. L'idée, c'est que d'une part, on a l'existence en location, on a l'existence en store, donc c'est sur Google Play et App Store. Potentiellement, les téléphones, le parc de téléphones dans le monde qui sont équipés qui peuvent transmettre de la réalité augmentée, on les évalue à peu près à 2 milliards de téléphones. Donc c'est notre marché. Je ne sais pas du tout si on va réussir à l'atteindre exhaustivement, mais en tout cas c'est assez large. Pour nous, ça nous paraissait pas totalement suffisant pour ce qu'on avait à faire et ce qui était à l'intérieur de l'application en matière de messages. C'est qu'on a conçu, on est en train de concevoir tout un modèle de diffusion dans des espaces de services publics qui sont pas encore des lieux de diffusion d'œuvres comme les nôtres. Je m'en explique, c'est qu'en fait, avec un coproducteur qui a une compagnie de théâtre, on a déjà testé et on va tester la présentation de l'application en amont de ces spectacles de théâtre. Un deuxième point qui nous semble extrêmement important, c'est les bibliothèques. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de mettre en place un premier réseau de connexion entre bibliothèques pour essayer de faire en sorte de montrer MOA là où est un carrefour d'audience jeune qui a besoin qu'on lui propose des contenus critiques sur les nouveaux médias. Ces bibliothèques, elles sont un endroit rêvé où le faire. Et on est en train de monter ce réseau de partenariats qui nous semble absolument utile. Et évidemment, les lieux comme le Forum des images, qui sont déjà des lieux de proposition immersive. L'ensemble, pour nous, ça a une vocation, c'est de faire réfléchir. Et ce que nous sommes en train de construire sont des kits de médiation, en se disant que l'application est un point de départ d'une réflexion sur les usages numériques et que le prolongement qu'on peut proposer, c'est par exemple
de faire parler les gens, de faire parler le grand public sur ces usages du numérique, parce que c'est une parole qu'on entend extrêmement peu. Les médias sont très injonctifs sur l'addiction aux écrans, alors qu'en fait, et je pense qu'on partagera tous ça, on est tous dans des zones grises avec ce qui se passe avec nos machines, et que la vraie parole de l'utilisateur entre les médias et les publicités où des gens très beaux testent des choses sur des canapés blancs, entre les deux, il y a une parole humaine qu'on n'entend pas réellement. Donc l'idée, c'est que MOA puisse donner lieu à ce type d'expression, et on aimerait en faire notamment des podcasts pour restituer cette parole-là. Finalement, et pour conclure très rapidement, moi je pense que MOA a juste cette vertu de proposer, d'être à un endroit de la création numérique qui me semble essentiel, c'est-à-dire, et je vais reprendre le concept d'Alain Damasio, entre ce qui se passe entre l'affect, le concept et le percept. En gros, vous savez que les écrans sont mauvais, vous avez l'information, ça c'est le concept. On vous engueule ou vous vous engueulez régulièrement vous-même en vous disant que vous passez trop de temps sur votre écran, ça c'est l'émotion, ça c'est l'affect. La question du percept, c'est de transformer les choses en expérience pour que les usages changent. Et il me semble que MOA, c'est exactement ça, et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire des expériences immersives. C'est qu'on vous plonge dans une réalité où vous n'avez pas seulement une information, vous avez un vécu. Et vivre 20 minutes d'une immersion avec une intelligence artificielle qui vous pousse gentiment à faire beaucoup de choses, puis beaucoup trop de choses, il me semble que c'est un bon point de départ pour réfléchir. Voilà.